Une conférence en lien avec la sortie du livre Vendée, du génocide au mémoricide. Reynald Secher, vous êtes notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, ces révélations inédites, quelles sont-elles ? Alors, j'avais fait ma thèse d'État il y a une vingtaine d'années et j'avais établi qu'il y avait un rapport direct entre les lois d'extermination et d'anéantissement votées par la Convention le 1er août et le 1er octobre 1793 et sa mise en œuvre sur le terrain quelques mois plus tard sous la gestion du général Le Turreau, général en chef des armées de l'Ouest. Bien. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que, en fait, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, ce n'étaient pas les membres de la Convention proprement dite qui étaient à l'origine de cette loi, mais bien le comité de salut public, et notamment Robespierre et Carnot, qui ont pré-rédigé la loi pour la faire voter le 1er août 1793. Et la deuxième chose que nous n'avions pas vue, c'est que, aussitôt le vote de la loi, le comité de salut public a personnellement pris en œuvre l'extermination immédiate de la population et la politique d'anéantissement. Et cette politique a été mise en place le jour même du vote, c'est-à-dire le 1er août 1793. Et en fait, le génocide ne dure pas 3 ou 4 mois, mais il dure une année, puisqu'il commence à se mettre en œuvre sur le terrain le 1er août 1793, et il va s'arrêter avec la chute de Robespierre, puisque nous avons un écrit trouvé le 23 juillet 1794, dans lequel Carnot, au nom du comité de salut public, explique qu'il ne faut pas mettre un terme à l'extermination des femmes et des enfants pour des raisons d'intérêt national, d'intérêt d'État. Donc maintenant, nous avons l'intégralité du dossier et surtout, on a les preuves absolues puisque ce sont des documents originaux et des documents signés de la main même de Robespierre et des autres membres du comité de salut public. Ouais, donc des documents que vous avez découverts aux archives nationales. Des documents que nous avons trouvés effectivement aux archives nationales. Alors on peut s'étonner qu'il ait fallu plus de 200 ans pour trouver ces documents. La raison, elle est vraiment toute simple. C'est que ces documents étaient à la fois invisibles et illisibles. Invisibles parce que ils ne constituaient pas un dossier proprement dit. Le dossier original avait été éclaté sur plusieurs cartons. Et deuxièmement, illisible parce que ce crime a été conçu à partir de petits bouts de papier. Quand je dis des petits bouts de papier, ce sont vraiment des petits bouts de papier. En fait, ce sont les originaux avant que ça soit envoyé aux copistes. Et on ne pouvait pas imaginer que ce génocide ait été préparé, organisé à partir de tels supports. Est-ce que dans ces documents, toutes ces personnes, ces membres du comité de salut public, justifient cette extermination des Vendéens ? Oui, il la justifie parce qu'il s'agit d'éliminer la race impure du sol de la liberté. La race impure étant bien entendu les Vendéens. Alors, la race au XVIIIe siècle signifie à la fois les ascendants et les descendants d'un foyer, femmes et enfants confondus, bien entendu, qu'on appelle brigands. C'est le mot générique, mais ce mot signifie l'intégralité de la population. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'éliminer le Vendéen en Vendée seulement, mais sur l'ensemble du territoire national, et on l'élimine non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. C'est le fait qu'il soit vendéen qu'il l'ait condamné à mort systématiquement. Donc le titre de votre livre, c'est Vendée, du génocide au mémoricide. Vous dénoncez une double négation ? Oui, une double négation parce que ça a été effectivement la négation du génocide, ce que j'avais révélé il y a 25 ans, mais aussi, vous savez, c'est le mot qui fait l'acte et non pas l'inverse. Et c'est vrai qu'on ne peut être que surpris en tant qu'historien ou contemporain, c'est-à-dire un homme d'aujourd'hui, de voir que en Vendée il y a un déni par rapport à ce que les ancêtres ont subi, et au niveau national une inversion, c'est-à-dire qu'on a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux, et on a rendu hommage à des criminels contre l'humanité comme Carnot qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, Turreau et d'autres qui ont des lieux
qui leur sont consacrés comme Barère, Collot d'Herbois. Je rappelle que Robespierre, par exemple, a une station de métro en son nom à Paris, etc., etc. Et en Vendée, au-delà du nenni, c'est la honte des Vendéens, d'avoir osé s'être soulevés. Et j'ai voulu comprendre comment cette mécanique d'inversion s'est mise en œuvre, et je me suis rendu compte que, en fait, elle s'est mise en œuvre dans l'acte lui-même de génocide, c'est-à-dire au moment où on met en œuvre le génocide, Robespierre et ses comparses ont mis en œuvre tous les éléments constitutifs au mémoricide pour tuer la mémoire. Et j'ai un exemple très précis qui me vient en tête. Lorsque les Vendéens traversent la Loire pour s'enfuir suite au fracas qu'ils subissent à Cholet, donc ils s'enfuient en traversant la Loire pour aller se réfugier sur la rive droite du fleuve, et en traversant la Loire à Saint-Florent-le-Viel, ils vont libérer 5000 bleus, 5000 prisonniers, et lorsque la nouvelle arrive à la Convention et au Comité de salut public, Robespierre et ses comparses décident d'empêcher que la vérité soit dite, et on va faire un mensonge en disant que aux républicains libérés, de ne pas dire qu'ils ont été graciés par les Blancs, mais dire qu'ils ont été libérés par l'armée républicaine et qu'ils ont été maltraités. Et deuxièmement, on va asseoir la politique d'extermination que l'on est en train de mettre en œuvre sur ce mensonge. Et puis la deuxième chose que l'on va faire, on va demander aux soldats libérés, graciés, de massacrer leurs libérateurs, mais aussi toute leur famille. Et c'est ce qui explique les grands massacres qu'il y a eu, notamment à côté de Saint-Florent-le-Viel, au Marillet. Et à l'heure actuelle, si vous allez au Marillet, eh bien, vous verrez dans un champ le lieu où ces familles ont été massacrées parce qu'elles avaient gracié ou participé à la grâce des républicains bleus. En conclusion, aujourd'hui, vous demandez la reconnaissance de ce génocide ? Alors ça, c'est un acte politique. Moi, je suis un historien, je suis un chercheur. Moi, je ne fais que dire le fruit de mes recherches. Après, c'est à l'État, au peuple souverain, de décider ce qu'il doit faire de cette histoire. Il me semble qu'il est difficile pour la France de donner des leçons au monde comme elle a tendance à le faire naturellement, et notamment en imposant aux Turcs la reconnaissance du génocide des Arméniens, crime que les Turcs ont bien commis, alors qu'eux-mêmes, les Français refusent de reconnaître le génocide commis à l'égard des Vendéens. Et je rappelle toujours que les lois d'extermination et d'anéantissement des 1er août et 1er octobre 1793 n'ont jamais été abrogées. Et il est regrettable, et je parle en tant que citoyen, effectivement, que notre pays conserve au sein de son arsenal juridique des lois génocidaires. Et je crois que, en tant que citoyen, on peut se poser des questions, et il me semblerait naturel qu'au moins on abroge ces lois. Donc cette conférence, les révélations inédites qui confirment le génocide vendéen, c'est ce mardi soir à 20h30 à l'ICES. Reynald Secher, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, madame. Au revoir.